Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Célébration ce 5 mai de la journée mondiale de l'asthme, une maladie qui se manifeste par des gènes respiratoires et une suffocation. Dans cette édition, nous irons à la découverte de cette affection. Face à face du maire Angelo Arondino et des populations de l'arrondissement de Godomè ce mardi matin, une réunion dite de municipalité qui aura permis à la première autorité de la commune d'Abomey-Calavi de s'imprégner des mots qui entravent le développement de cette partie de sa localité. Et puis hors de nos frontières, l'Inde a dépassé les 20 millions de contaminations liées au coronavirus avec plus de 20 000 morts. Nonobstant l'arrivée des aides internationales, les hôpitaux sont toujours en manque d'oxygène. Merci pour l'attention. Introduit par le gouvernement, le projet de la loi organique de la Cour des comptes a été voté par les députés de la 8e législature le 30 décembre 2020. Et dès lors, il existe dans l'appareil judiciaire béninois une Cour des comptes à part entière. Quelle est la mission et le rôle de cette dernière? François Couton, auditeur en droit public, nous explique. Il est au micro de Carnot François Roumbeder et de Fiacre. Voyons. La Cour des comptes est une juridiction de haut niveau comme la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Elle a été instituée par une loi organique votée par les honorables députés en 2020. Cette juridiction a pour mission fondamentale de juger de la régularité des recettes et des dépenses de l'État. C'est le juge des comptes de l'État et des établissements publics désormais. Donc, cette Cour a hérité des attributions de l'ancienne Chambre des comptes de la Cour suprême. Mais ses compétences vont au-delà. Vous savez que le Bénin fait partie d'une communauté, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et il y a eu des directives par rapport à l'application de nouvelles règles de gestion budgétaire. Au nombre des documents de planification budgétaire à élaborer, il y a désormais pour les gestionnaires des finances publiques les rapports de performance. Cette Cour sera désormais compétente pour connaître de l'audit de performance de chaque ministère ou de chaque responsable de programme. C'est la Cour des comptes qui va certifier désormais les comptes des comptables publics. Donc c'est le juge des comptables publics et la Cour juge sur place et sur pièce. L'arrondissement de Godomè ce mardi 4 mai a servi de cadre pour la réunion de municipalité au titre du mois de mai. Les questions de développement de l'arrondissement en particulier et celles de la commune d'Abomey-Calavi en général étaient au cœur des échanges entre le conseil communal et les populations de Godomè. Clémence Tonoucoin, Jean-Baptiste Bocor. Projet d'échange et de concertation entre l'exécutif communal et les chefs d'arrondissement, cette réunion statutaire est prévue par l'article 64 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Dans le souci d'entrer en contact avec les administrés afin de s'imprégner de leurs problèmes, cette séance a été rendue itinérante. Godomè s'est réjoui d'avoir été choisi pour la séance de ce 3 mai. Le chef d'arrondissement, Léon Christian Pobli, a dans son mot de bienvenue dressé les préoccupations urgentes de son territoire. La présente rencontre est une opportunité pour le maire et son équipe d'échanger directement avec nous, la population, sur les questions liées au développement de notre arrondissement. L'autre préoccupation qui revêt un caractère très important à nos yeux est celle relative à la gestion des prochaines inondations dans la commune d'Abomey-Calavi. Monsieur le maire, nous gardons encore en mémoire les tristes réalités
que nous avons vécues au cours de la dernière saison pluvieuse et nous espérons qu'à l'issue de cette séance de municipalité, des dispositions urgentes seront prises afin de prévenir et de mieux gérer également les conséquences après les premières pluies qui s'annoncent. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandjinou, semble avoir pris la mesure des choses et a prévu quelques actions clés. Au nombre des besoins qui concernent notamment l'arrondissement de Godomin, nous pouvons citer entre autres la réparation et la pose de lampadaires solaires dans plusieurs localités de Godomin en vue de permettre une bonne circulation et lutter contre l'insécurité. La pose d'une enseigne à l'entrée du siège de l'arrondissement de Godomin en vue de son identification. Les ouvertures de voies dès la reprise très prochaine des opérations de lotissement et que sais-je encore. Mais le défi quant à la mobilisation optimale des ressources en vue de leur réalisation exige l'implication et la contribution de tous. Les représentants des différentes couches de la population ont également adressé à l'autorité communale leurs doléances que le maire a promis de prendre en compte. Je l'annonçais dans les titres, les patients souffrant de l'asthme et les professionnels de santé bénéficient d'une attention particulière ce 4 mai. C'est la journée mondiale de l'asthme, une affection qui tue encore 1000 personnes de moins de 65 ans par an. Essayons de mieux appréhender cette affection à travers les explications du pneumologue Prudence Ablor-Ouachima, précédemment reçu dans votre émission Santé Plus. Alors l'asthme est défini comme une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui va se manifester par des symptômes respiratoires tels que la toux, la gêne respiratoire, des sifflements et une oppression thoracique. Et ces signes auront la particularité d'être variables en intensité et dans le temps. Cette définition résume tout ce qui va se passer. Je peux voir un patient asthmatique aujourd'hui, je l'ai vu à 8 heures, il allait très bien. Et puis à 10 heures, je le vois, il est dans un état respiratoire difficile, il a du mal à respirer, il suffoque pratiquement. Et puis je le revois à midi, tout est rentré dans l'ordre, avec ou sans traitement, je suis certain. Et donc c'est cette variabilité dans le temps, également cette variabilité en intensité, parce que la crise que le patient a faite aujourd'hui n'aura certainement pas la même intensité que ce qu'il fera demain ou après-demain. Donc voilà, grosso modo, la définition qui est retenue. Il y a beaucoup d'autres, mais c'est celle-là qui fait la synthèse des différentes notions qui sont connues actuellement. Alors les causes de l'asthme, habituellement, nous préférons ne pas parler de causes de l'asthme. Nous préférons plutôt parler de facteurs de risque d'asthme. Et ces facteurs de risque, on les distingue en deux grands groupes. Il y a des facteurs de risque individuels et des facteurs de risque environnementaux. Parmi les facteurs de risque individuels, on distingue en première position la prédisposition génétique. Ensuite, il y a la notion d'atopie. La notion d'atopie, en fait, ça renvoie à l'allergie. C'est en fait la capacité de notre organisme à sécréter de façon anormale ou de façon exagérée des substances qu'on appelle des IgE face à des stimuli, face à des allergies, à des allergènes. Il y a le sexe. On considère que dans l'enfance, le sexe féminin, pas le sexe féminin, les enfants, les garçons feraient beaucoup plus d'asthme dans l'enfance que les filles. Et après, à mesure que l'âge augmente, eh bien, cette prédominance masculine là va changer, ça sera plutôt une prédominance féminine, notamment lors de la ménopause. À côté de ces facteurs de risque individuels, il faut mettre à côté les facteurs de risque environnementaux. Et ces facteurs de risque environnementaux, c'est d'abord les allergènes.
tout ce qui peut déclencher des allergies chez quelqu'un. Et ces allergènes, on en distingue deux grands groupes. Il y a les allergènes qu'on appelle pneumallergènes. En fait, c'est les allergènes qui vont opérer par voie aérienne. Et puis, il y a les trophallergènes, c'est les allergènes alimentaires. Un tour dans le département du Mono, plus précisément dans la commune de Grand Popo, où Gildas Ressou et son épouse Sama Youssé, qui vivent hors du Bénin, ont été élevés dimanche dernier au rang d'ambassadeurs des us et coutumes de la culture africaine. C'était en présence du président de la fondation de l'Organisation des rois et reines d'Afrique, Jonas Bochi, pour le reportage. Présentation des heureux du jour aux garants du patrimoine culturel africain. Signature et remise des lettres de mission aux nouveaux ambassadeurs de l'Organisation des rois et reines d'Afrique. Telles ont été les étapes marquantes de cette cérémonie qui autorise désormais Gildas Ressou et Sana Yossi à valoriser toute la richesse de la culture africaine en Finlande. Vraiment, je suis très content. Il y a plein de rois et tous les chefs du vaudou. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis, je remercie Majesté, Roi Aïe. I feel very proud. Je me sens très fière d'être africaine pour avoir vécu un long moment ici. J'apprécie très bien cette distinction que je veux mettre en valeur à travers tout ce que je faisais déjà pour la culture africaine et je le ferai davantage dès à présent. Le maire de Grand Popo et Sa Majesté Aïe parlent des mérites qui portent les nouveaux ambassadeurs à ce grade. C'est un choix qui a été déjà destiné depuis longtemps. À cause de leur action menée, nous avions décidé de leur donner ce titre en tant qu'ambassadeur de nos us et cultures d'ici et à l'étranger. Un fils qui se donne à la culture et qui n'a jamais cessé d'œuvrer à retrouver ses frères ensemble et à travailler pour le développement et pour la culture de notre commune. Cet événement vient encore marquer cette volonté qu'il a et confirmer la dynamique dans laquelle il se met. Avec la résonance africaine de leur nouvelle identité culturelle, Ressou Sonagnon et Senam Adjo posent déjà la première pierre pour la construction d'une maison de la culture à Grand Popo. On veut construire une école, une maison de culture ici à Agbekon. L'idée pour moi, je vis en Finlande, l'idée pour moi, on doit valoriser notre culture, faire des choses culturelles. Ça peut être danse, ça peut être vaudou, ça peut être art, ça peut être théâtre, ça peut être n'importe quoi, mais je veux plus valoriser chez moi aussi. Ce centre qui sera animé, ce ne serait pas seulement pour la communauté Pla, que pour la communauté de Grand Popo, mais ça va également servir tout le Bénin et au-delà du Bénin. Parce que nous voulons, à l'horizon 2030, que Grand Popo soit la porte de la destination touristique. Et c'est une opportunité pour nous que nous devons saisir pour réellement répondre de notre vision et de faire de nos objectifs une réalité dans un avenir très proche. Puisque cette cérémonie était aussi culturelle que cultuelle, elle s'était achevée par des pas de danse sur le rythme Agbaja à la plage de Grand Popo. Actualité en dehors du Bénin, le Conseil français de l'Association des droits des enfants a saisi le Comité des droits des enfants de l'ONU pour se pencher sur la situation de détresse de milliers d'enfants migrants en France. L'inégalité de traitement, insuffisance des ressources financières et la non-considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, voilà quelques chefs d'accusation portés par l'association contre la France. Une démarche qui pourrait bien embarrasser la France, pays des droits de l'homme. De nombreuses associations et collectifs citoyens se sont mobilisés pour défendre davantage le droit des mineurs étrangers isolés. L'ONU a jugé recevable la saisine des associations françaises. Une enquête a été ouverte. Presque sans surprise, la France ayant ratifié en 1990 la Convention internationale des droits de l'enfant avec des principes importants à respecter. Les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont scrutés. L'association Utopia 56, spécialisée dans la mobilisation pour les exilés, pointe une présomption de minorité qui desservent des milliers de mineurs non accompagnés. Ces derniers déclarés souvent majeurs à la suite de tests osseux controversés, validés par le Conseil constitutionnel qui évoque une marge d'erreur significative. Les résultats de cette enquête seront donc suivis de près par Claire Hédon, défenseur des droits, un poste pourvu par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable.
Le 17 mars dernier, Claire Hédon a critiqué le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour n'avoir pas mis à l'abri immédiatement des mineurs en situation de détresse physique et morale. Les jeunes concernés peuvent attendre jusqu'à 5 mois dans la rue et devenir la proie de réseaux criminels, voire tomber dans une délinquance de survie. Si la France devait être reconnue coupable de violations graves, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies n'a toutefois pas de pouvoir de sanction. Mais l'image de l'État français pourrait bien être écornée. En Colombie, malgré la démission hier du ministre des Finances et le retrait dimanche dernier d'un projet de réforme controversé, les manifestations n'ont pas cessé. La crise sanitaire ne dissuade pas non plus les manifestants qui dénoncent un accroissement de taux de pauvreté. Plus de 18 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début des manifestations. Malgré la présence de l'armée, des milliers de Colombiens ont manifesté ce lundi pour le 6e jour consécutif. Des manifestations en dépit de l'interdiction de se rassembler à plus de 50 personnes en raison de la situation sanitaire et qui ont donné lieu à des violences ces derniers jours. Depuis le début de la protestation, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort dans ces rassemblements, alors que plus de 800 autres ont été blessés. L'opposition accuse l'armée de tirer à balles réelles. Pointé du doigt, le gouvernement rejette la faute sur des groupes dissidents des FARC. Ce sont ces vandales qui se camouflent et ont développé des actes prémédités, organisés et financés par des groupes dissidents des FARC et de l'ENL qui cherchent à déstabiliser certaines régions à des fins particulières. Cause de la protestation, un projet de réforme fiscale du président Ivan Duque. Il prévoyait notamment d'imposer les personnes gagnant l'équivalent de plus de 545 € par mois dans un pays déjà lourdement impacté par la pandémie de coronavirus. Selon un rapport, la pauvreté touche 42,5% de la population et le taux de chômage dépassait les 18% en février. Conséquence, le président colombien annonce finalement le retrait du projet dimanche. Je demande au Parlement de la République de retirer le projet déposé par le ministère des Finances et de traiter d'urgence un nouveau projet de réforme fiscale issu d'un consensus et d'éviter ainsi l'incertitude financière. Face à l'échec de la réforme, le ministre des Finances a quant à lui démissionné ce lundi. Malgré l'annonce du retrait, le Comité national de grève a de nouveau appelé à manifester massivement ce mercredi. Arrivé au pouvoir en 2018, la popularité du président Duque n'a depuis cessé de baisser et s'établit à 33% selon un dernier sondage. Son mandat s'achève, lui, en août 2022. L'Inde a dépassé les 20 millions de contaminations liées au coronavirus avec plus de 200 000 morts. Les hôpitaux sont toujours en manque d'oxygène malgré l'arrivée des aides internationales. Le Premier ministre indien est décrié par la population qui critique sa gestion. Ces trains s'appellent les Oxygène Express, des trains spéciaux réquisitionnés par le gouvernement indien afin de transporter des citernes cryogéniques contenant de l'oxygène médical liquide vers les États indiens les plus touchés et reculés. Avec près de 8 millions de nouveaux cas recensés depuis mars, l'oxygène manque cruellement dans les hôpitaux. Face à la situation, plus de 40 pays ont annoncé envoyer de l'aide. Les Indiens attendent ce soutien qui arrive et qui comprend du matériel médical essentiel. Nous avons vu la mobilisation pour les concentrateurs d'oxygène, l'oxygène médical, les camions-citernes ISO, les camions-citernes cryogéniques qui ont été transportés dans le monde entier jusqu'en Inde. Il y a aussi des respirateurs. Cela représente beaucoup pour nous. Une aide précieuse. Devant cette clinique de New Delhi, des ouvriers déchargent l'un des 8 générateurs d'oxygène de grande capacité envoyé par le gouvernement français. Une machine capable de produire de l'oxygène médical à partir de l'air ambiant et pouvant alimenter en continu un hôpital de 250 lits. One of the mainstays of treatment for COVID patients
L'oxygène est l'un des principaux supports du traitement des patients atteints du Covid-19. Ils ont besoin de soutien car ils se désaturent. Dans toute la ville, il y a une demande accrue dans les hôpitaux. Une machine interne comme celle-ci, qui produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sera d'une grande aide pour augmenter la capacité d'approvisionnement, afin de combler l'écart entre les besoins et l'offre. Cet équipement permet donc de sauver des vies dès à présent. Pénurie d'oxygène, mais également de vaccins. Jusqu'à présent, environ 150 millions de doses ont été administrées, ce qui représente 11,5% de la population. Et à peine 25 millions d'habitants ont reçu leurs 2 injections. Pourtant, le pays a ouvert ce samedi sa campagne de vaccination à l'ensemble de ses 600 millions d'habitants. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, critiqué pour sa gestion de la pandémie, est plus que jamais sous pression. De nombreuses voix réclamant un confinement national. Une pression accentuée après sa défaite dimanche aux élections législatives dans l'état du Bengale occidental. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.